Bon, je crois qu'on peut y aller alors. Bon, l'avantage, c'est que je me souviens à peu près de ce qu'on a fait ce matin. Donc, le raccord ne devrait pas être trop mauvais pour une fois. Donc, on a étudié le cas d'une particule libre d'abord, puis le cas d'une particule dans un potentiel. Donc, le Hamiltonien P2 sur 2m plus quelque chose qui dépend de la position. Ce quelque chose qui dépend de la position, a priori, ça peut être n'importe quoi. Je dis juste que c'est quelque chose qui dépend de la position. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on applique le formalisme standard pour calculer l'évolution d'un état avec un Hamiltonien comme ça, eh bien, P se comporte bien comme il faut, c'est-à-dire que la dérivée de la position en moyenne, enfin des valeurs moyennes des résultats qu'on obtiendrait si on mesurait la position sur un très grand nombre de systèmes dans le même état, sa dérivée par rapport au temps, c'est égal à la valeur moyenne au sens indiqué P sur M. Et par ailleurs, l'évolution de cette moyenne de l'opérateur quantité de mouvement, chaque fois c'est des opérateurs là bien sûr, eh bien on a vu que c'était moins la valeur moyenne du gradient de V, hein, c'est-à-dire ça c'est bien un vecteur hein, qui sur la composante x vaut moins d de v sur dx en moyenne, sur la composante y, moins d de v sur dy, et pareil sur z. Oui? Alors ça oui, ça c'est la partie cinétique, c'est 1,5 de mv2, enfin donc il y a toujours ce terme-là, plus éventuellement d'autres termes. Alors donc là c'est un terme quelconque, je ne précise pas sa forme, qui dépend de la position, et donc on voit que ce terme-là correspond classiquement à une force qui vaut moins gradient de ça. Après il peut y avoir, évidemment, suivant le système, il peut y avoir dans le Hamiltonien d'autres types de termes, y compris des termes qui n'agissent pas dans l'espace des états. Ça agit dans l'espace des états, hein, parce que ça c'est l'opérateur R qui agit dans l'espace des états, comme on l'a dit. Est-ce qu'il y a toujours le carré sur le P? Parce que des fois, vous mettez des... Ah bon? Ah si, il y a toujours le carré sur le P. Si je ne l'ai pas mis, c'était une erreur, oui. Enfin, dans le Hamiltonien, c'est P carré, oui. Oui. Alors c'était un oubli, si je l'ai pas mis toujours, c'est un oubli. Bien. Alors, je voulais dire encore une dernière chose de très générale, avant de traiter un ou deux cas particuliers, concernant ce que je vais appeler la conservation locale de la probabilité. Donc je crois qu'on est au 5e par contre. Conservation locale. C'est 4e? Merci. Conservation locale de la proba. Et donc pour ça, je vais d'abord vous rappeler l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde, qu'on a déjà vue. Il est bizarre ce tableau. Bon. Ouais, c'est intéressant. Il va tomber, à un moment il va tomber, on ne sait pas quand, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc vous connaissez tous l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde, on l'a vu. L'idée c'est que quand on a donc la fonction d'onde de psi de r et de t, hein, qui n'est rien d'autre donc que le bracket de R avec psi de t, cette fonction d'onde a une interprétation
Probabiliste au sens où son module au carré représente la densité de probabilité de trouver la particule au point R à l'instant t si on fait une mesure à l'instant t de la position. Alors, densité de probabilité, ça veut dire que, en fait, la probabilité de la trouver entre R et R plus dr, c'est ce truc-là, psi de R et de T carré fois dr. Je vais mettre D3R pour qu'il soit clair qu'on est à 3 dimensions, enfin, on peut être à n'importe quel nombre de dimensions. C'est ça qu'on entend par densité de probabilité. De la trouver en un point précis, la probabilité est nulle, strictement parlant, parce que chaque point est un ensemble de mesures nulles dans l'ensemble des points où on peut la trouver. Mais entre R et R plus dr, il y a une probabilité proportionnelle à dr de la trouver. Et quel est le facteur de proportionnalité? Le module au carré de la fonction d'onde. Ok, ça c'est ce qu'on avait vu. Et alors, du coup, on peut... par un abus de langage qui peut trouver, enfin, qui trouve son sens quand on réfléchit à ce que ça veut dire mesurer la position, on peut considérer que ce module de psi au carré, c'est en fait la densité de probabilité de présence de la particule en ce point-là. Alors, il faut faire attention, c'est un petit peu gênant de dire que la particule a une probabilité d'être là, puis une probabilité d'être ailleurs. Non, la particule, elle n'a pas de lieu bien définie. Donc c'est pas qu'on serait dans l'ignorance de où elle se trouve et qu'il y a une certaine probabilité qu'en fait elle soit là et il y a une autre probabilité qu'elle soit ailleurs. Non. La particule est dans un état parfaitement bien défini qui est le ket psi de t qui se développe sur les R de cette façon-là et donc qui a cette fonction d'onde. Donc la particule est dans un état très bien défini qui est donné par cette fonction d'onde. Maintenant, si on se demande quelle est sa position, ce n'est pas une bonne question parce que dans cet état-là, la particule n'a pas une position bien définie. Les seuls états correspondant à une position bien définie sont les états R par définition. Ceux-là, ils ont une position bien définie, c'est R. Sauf qu'on a vu que ces états-là, en fait, ils n'étaient même pas physiques vu qu'ils ne sont pas normalisables. Néanmoins, on peut développer tous les états sur cette base, etc. Cette base généralisée. Donc, la particule n'a pas une position bien définie. Mais si on la mesure, alors il va falloir que ça donne un résultat et ça va sortir un certain R avec la probabilité, enfin, proportionnelle à ça. Bien. En réalité, ça veut dire quoi mesurer la position d'une particule? Ça veut dire la faire interagir avec un dispositif qui, lui, est localisé quelque part dans l'espace. Par exemple, prenons un photon qu'on envoie sur un écran. Alors, c'est très dangereux de se représenter un photon comme une particule au sens classique du terme, parce que ce n'est pas du tout ça. Mais, justement, le photon a une certaine probabilité d'être détecté quelque part, et si on le détecte là, ça veut dire qu'en fait, il y a eu une interaction entre l'état physique qui représente le photon et quelque chose sur l'écran ou sur le CCD dans votre appareil photo, ou, enfin, avec un dispositif physique qui ensuite va altérer son état. Je sais pas, dans le temps avec les photos argentiques, vous avez un photon qui arrive, ça fait une réaction chimique sur la plaque photosensible, et puis ça change la configuration chimique, et puis du coup ça noircit, et puis donc, vous voyez qu'il y a eu une interaction ici. Donc vous voyez, il y a un dispositif qui lui est macroscopique, avec une notion de localisation claire dans notre référentiel. Donc quand on voit la plaque sensible et qu'on voit un point noir, ben, on voit que c'est localisé, mais vous voyez qu'il
il faut déjà supposer qu'il y a une notion de localisation, et à ce moment-là, on peut dire le photon a interagi ici parce que je vois quelque chose ici. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est un peu obligé, pour parler de localisation, de supposer que l'objet qui va localiser le système dont on cherche à déterminer la position, lui, ce système-là, doit être lui-même localisé d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un peu compliqué parce que, strictement parlant, cette histoire de probabilité d'observer une position, elle s'applique aussi à l'instrument de mesure. Donc, si on admet qu'on a un instrument de mesure qui, lui, se comporte classiquement au sens où il est capable de déterminer des positions dans un sens ordinaire, au sein d'un référentiel, d'accord? Donc par exemple, encore une fois, pensez à un écran, donc là c'est A2D, un écran, vous envoyez quelque chose dessus, un électron, un photon, n'importe quoi, et donc la trace qu'il va laisser est une façon de localiser. Oui? On ne peut pas avoir une mesure, par exemple, notre photon il est là, et notre instrument il est là, et mesurer la distance entre guillemets. La distance c'est pas. Comment vous mesurez une distance en fait? Avec un référentiel. Ouais, enfin il faut avoir deux positions, puis vous prenez une règle. Enfin, c'est une question très compliquée. La vérité, c'est que, je crois que je vous l'ai déjà dit, on ne comprend pas l'espace-temps en physique. Aujourd'hui, on ne comprend pas l'espace-temps. C'est la chose la plus profonde qu'on ne comprend pas vraiment. Et évidemment, comme c'est au cœur de tout, c'est un peu gênant. Mais donc, on se sert de la notion de position, à la fois d'un point de vue classique, où on voit bien ce que c'est la position en référence à des corps, mais du coup, quand on mesure une position par rapport à un référentiel, par exemple par rapport à cette pièce, si je parle de cette position-là, je définis cette position par des coordonnées qui vont me donner la distance à ce mur-là, la distance à celui-là, donc ça va être x, la distance à ce mur-là, ça va être, au plancher, ça fait z, et puis la distance à ça fait y. Donc je donne trois coordonnées qui sont en fait des distances à des corps que je suppose localisés, qui sont tautologiquement localisés, c'est-à-dire je décide que c'est ça la référence et que c'est bien défini, parce qu'évidemment, en réalité, si le mur, je ne sais pas où il est, qu'est-ce que ça veut dire que ce point-là est à une certaine distance du mur? Donc, on ne mesure jamais les positions des corps, on mesure des positions relatives, mais en supposant que les corps ne bougent pas. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, par exemple, je disais, comment on fait pour mesurer une distance? Si je veux mesurer la longueur de cette table, je prends un mètre, je sais pas, un étalon, et puis je fais une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, virgule 2, et je dis, ça fait 4,2 mètres. C'est très bien ça, mais si la table se déplace pendant que je fais la mesure, d'accord? Je vais peut-être mesurer 12 mètres, mais c'est juste parce que le temps que j'arrive, la table, elle a bougé. Donc, il faudrait mesurer... Ben oui, c'est un vrai problème. Parce que c'est pour ça que l'espace-temps, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la relativité. C'est-à-dire que, en principe, vous ne pouvez mesurer que des distances entre positions instantanées des corps, mais vous savez bien que suivant le référentiel, instantané, ça ne veut pas dire... une position instantanée, ailleurs, ça dépend du référentiel. C'est ça qui fait qu'il est impossible de définir une notion de distance qui soit invariante par changement de référentiel. Ça n'existe pas. Donc il y a un problème profond, alors d'une part en relativité, mais ça, en relativité restreinte, on l'a traité le problème, c'est-à-dire qu'on passe à l'espace-temps et donc on arrive à définir un absolu de distance spatio-temporelle, qui est ce qu'on appelle l'intervalle, hein, le DL2 moins C2 dt2, quoi. En physique quantique, il y a une difficulté supplémentaire qui est que la position n'est pas... il n'y a pas d'état propre de position. Donc il n'y a pas des corps qui, de toute façon, même... Quand on a un référentiel, on décide que cette table, par exemple, elle est à l'altitude 0. Et puis après, je mesure par rapport à ça en supposant que j'arrive à mesurer des longueurs, des distances, des hauteurs au-dessus. Mais donc, je suppose qu'il est dans un état... que j'attribue à cette table la position z égale 0. En physique quantique, il n'y a pas d'état de position. Il n'y a pas d'état propre de position. Donc, ça ne veut rien dire que cette table est à un certain endroit. Puisque,
encore une fois, ça, ce n'est pas un état bien défini. Alors, certes, on l'a revu ce matin, en moyenne, quand vous avez beaucoup de corps, ça se comporte de façon quasi quantique, à peu de choses près, et donc, ce n'est pas très important. Donc, tant qu'on s'intéresse à des localisations par rapport à des corps macroscopiques dont on peut considérer intuitivement et effectivement, c'est-à-dire tel que ça se manifeste dans notre expérience, comme étant des objets bien localisés, alors je peux définir des positions comme, par des distances par rapport à ces objets bien localisés. Mais vous voyez, fondamentalement, conceptuellement, il y a quand même ce petit problème qui est que la localisation n'est pas une propriété intrinsèque des corps, mais le résultat d'une mesure. Alors néanmoins, dans la mesure où, quand vous avez deux systèmes qui interagissent, leur interaction, et ça c'est une propriété qu'on constate physiquement, est une interaction locale, c'est-à-dire que, effectivement, quand le photon va arriver sur l'écran, il va laisser une trace localisée. Dire que vous avez une certaine probabilité de mesurer le photon ici, ou là, et dire que le photon a une certaine probabilité d'être ici, là ou là, en pratique, c'est pareil. Donc, cette densité de probabilité de réponse de l'instrument de mesure peut être traduite en densité de probabilité de présence de la particule en un point. Et donc, on dit souvent, par un abus de langage, il faut bien comprendre que c'est un abus de langage, mais en même temps, c'est comme ça que les choses se manifestent du point de vue de la position par rapport à notre intuition de ce qu'est la position. Cette fonction d'onde, donc, se traduit comme la densité de probabilité de présence en R à l'instant T. Et donc, ce qu'on entend par là, c'est densité de probabilité d'interagir en R à l'instant T. Avec l'idée que si on interagit en R, c'est-à-dire si on laisse une trace visible en R, c'est qu'on y était. Même si en réalité, c'est cette interaction qui fait que du coup, on y est. Ça ne veut pas dire qu'avant, on y était. C'est toujours le même problème quand on fait des mesures en physique quantique. Ce n'est pas parce qu'on trouve un résultat que c'était une valeur attribuée au système. Mais maintenant, oui. Donc, si j'ai une certaine probabilité de détecter la présence de la particule là, je peux considérer qu'elle y était effectivement avec une certaine densité de présence, comme si sa présence était répartie dans l'espace avec une densité de probabilité de présence qui est le module de psi au carré. Donc, je vais mettre comme si la présence de la particule ou du système de façon générale en R, comme si la présence de la particule était répartie dans l'espace avec une densité, je vais dire ρ de R égale module de psi de R et de T au carré. Enfin, ρ de R et de T, du coup, ça peut varier avec le temps, bien sûr. À chaque instant, c'est comme si la particule était distribuée dans l'espace avec une densité ρ de R égale module de psi de R au carré. Donc, par exemple, alors c'est une façon de se raccrocher à des images classiques. Quand vous avez une distribution de charge, comment je vais dire, analogie classique, donc physique classique, j'entends par là, distribution de charge.
charge électrique, pardon. Vous avez une densité de charge ρ de R et de T. Et ça veut dire que dans chaque petit volume D3R, je ne sais pas, vous l'avez peut-être noté D taux, un petit volume élémentaire autour d'un point, vous avez une charge qui vaut ρ de R D3R, ρ de R des taux, dans un petit volume des taux. D'accord ? Et cette distribution peut être continue, donc il peut y avoir un peu partout des charges en distribution continue, alors à l'échelle mésoscopique. Et donc vous avez voilà, une certaine... Et du coup, alors la différence, c'est que là, la charge est liée. En physique quantique, c'est comme si elle y était, au sens où si je mesure, j'ai une certaine probabilité de la trouver là. Mais par contre, si je la mesure là, il n'y aura plus rien ailleurs. C'est là où c'est différent. C'est-à-dire, il y a un système, si je mesure sa position en faisant interagir avec un instrument qui est susceptible de laisser une trace localisée quelque part, alors, si je le mesure là, ben, instantanément, il n'est plus nulle part ailleurs. Enfin, parce que maintenant, il est là. Et ça ne veut pas dire qu'il y était. C'est là où il faut faire attention aux analogies. Néanmoins, il y a une densité de probabilité de trouver la particule en un certain endroit si on fait la mesure, c'est-à-dire c'est une certaine probabilité qu'elle interagisse à cet endroit-là, avec quoi que ce soit avec quoi elle peut interagir, c'est ça. Et du coup, on peut le traduire en densité de probabilité de présence. Donc ρ de R égale, je le réécris ici en plus gros, ρ de R égale module de psi de R au carré. Bien. Alors, bien évidemment, la probabilité est normalisée, hein, sinon il faut diviser tout ça par somme, l'intégrale du module au carré sur tout l'espace, hein, parce que la somme des probas, ça doit faire 1. Donc vous avez une densité de probabilité de présence qui vaut ça. Alors, l'ingrédient supplémentaire maintenant, donc j'ai appelé ce paragraphe conservation de la densité locale de la probabilité. Donc on va écrire quelque chose analogue à, puisqu'on a pris l'exemple de la charge ici par exemple, à la conservation de la charge. Vous savez que la charge est conservée dans l'univers, pour autant qu'on sache. Comment s'écrit l'équation de conservation de la charge? Alors, évidemment, ça veut dire Q égale constante, c'est-à-dire dQ égale 0. D'accord. Mais quand on dit que la charge se conserve, on dit quelque chose de plus fort que ça. On dit qu'elle se conserve localement, c'est-à-dire que dans l'univers, si vous retirez une charge ici, pour la faire apparaître là, d'accord, si instantanément vous retirez Q là et vous la mettez là, bah là, la charge s'est conservée. Il y a toujours la même charge, oui. Mais sauf que, en physique, on a quelque chose de bien plus fort qui est la conservation locale de la charge. C'est-à-dire que la charge, si elle doit passer de là à là, il faut qu'elle passe par les points intermédiaires. Il ne peut pas y avoir de téléportation de la charge, si vous voulez. Ne serait-ce que parce que retirer à un instant et le faire apparaître à un autre instant, ça n'a de sens qu'au sein d'un référentiel. Dans un autre référentiel, comme la notion d'instantanéité est relative, si vous me dites « Ah ouais, mais je la retire là, puis instantanément, je la mets là. » Instantanément, quand? Enfin, dans quel référentiel? Parce que dans un autre référentiel, vous aurez retiré celle-là avant de la faire apparaître là, et donc pendant un moment, il manquera de la charge, et dans un autre référentiel, à l'inverse, vous l'aurez fait apparaître là avant de l'avoir retiré là. Et donc il y aura plus de charge. Donc si vous voulez conserver de la charge, en fait, même par relativité, ça doit être local. Alors ça veut dire quelque chose, c'est que si vous considérez un certain volume d'espace, si la charge varie là-dedans, si la charge intérieure varie, alors elle est rentrée par les bords. Si la charge a varié là-dedans, c'est pas que d'un seul coup il y a plus ou moins de charge et puis elle se retrouve ailleurs. Non, il a fallu qu'elle passe continuellement. Si la charge varie dans un volume, il y a eu un courant de charge à travers la surface qui enserre le volume. Et donc ça donne lieu
à la relation de conservation locale de la charge. Si j'écris la variation de la charge intérieure comme donc d sur dt de la somme sur tout le volume de ρ des taux, d'accord? Alors ça, cette variation doit être égale au flux de charge, enfin, à la totalité de la charge qui est rentrée pendant dt à travers la surface. Et ça, vous le savez, j'espère, que ça s'écrit tout simplement flux de J densité de courant ds. Alors si vous mettez le ds sortant sur toute la surface sigma qui entoure le volume, alors si vous mettez sortant, il faut mettre moins ici, d'accord? Hein? La variation de la charge à l'intérieur d'un volume, c'est égal au courant qui est rentré, donc moins le courant qui est sorti. Et le courant par unité par définition, le courant par unité de surface, c'est J scalaire ds. Ça vous parle, ça? Bon. Alors ensuite, vous utilisez Green-Ostrogradsky là-dedans, et ça vous dit que vous transformez l'intégrale de surface en intégrale de volume. Ça fait moins somme triple de divergence de J des taux sur le volume. Et donc, vous avez finalement que l'intégrale sur tout le volume de dρ sur dt plus div de J fois des taux, là, ça doit être égal à 0, quel que soit le volume. Ça doit être vrai dans n'importe quel volume. La charge à l'intérieur de n'importe quel volume ne varie que s'il y a de la charge qui est rentrée ou sortie. Donc, vous avez l'équation locale de conservation de la charge, dρ sur dt, plus div de J égale 0. OK? Alors, ça va avec la charge électrique, ça va avec la matière, ça va avec tout ce que vous voulez. Toutes les choses qui se conservent localement vérifient une relation comme ça. Que vaut J en termes de la densité de charge? J égale ρV, ça vous parle, ça? En supposant que tous les porteurs de charge ont la même vitesse V. Sinon, c'est un V moyen. C'est une moyenne de ρV, si vous voulez. D'accord? Donc ça, je suppose que vous êtes habitué à ça. On vient de le revoir rapidement, en tout cas, l'essence de la chose. Alors, quel rapport avec la physique quantique? Bien, le rapport, c'est que la densité de probabilité aussi doit se conserver. D'abord, la somme des probabilités vaut 1. Donc oui, la probabilité se conserve de fait en valeur globale. Mais elle doit se conserver également localement, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, si vous avez une grande chance de trouver la particule ici, et qu'à un instant ultérieur, vous avez une grande chance de la trouver là, puis plus grande chance de la trouver là, parce que le système a évolué, bah, il a fallu à un moment que vous ayez une chance de la trouver en position intermédiaire. La particule, vous ne pouvez pas avoir une quasi-certitude de la trouver là, puis une quasi-certitude de la trouver là, sans qu'elle soit passée par des positions intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a une évolution continue, localement continue, de la probabilité de trouver la particule, c'est-à-dire de sa présence. Hein. Donc c'est exactement... vous avez une densité de probabilité de présence de la particule en différents points, et bien cette densité de probabilité de présence va évoluer de manière continue et va donner lieu à une loi de conservation locale de cette probabilité. Du moins, si ce que je viens de dire est vrai, c'est-à-dire si on ne peut pas se retrouver à une grande chance de la trouver là, puis subitement une grande chance de la trouver ailleurs. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'il existe une loi de conservation locale de la densité de probabilité de présence? Eh bien, j'arrive tout de suite, on va voir que oui, et on va voir que ce n'est pas un ingrédient qu'on rajoute, c'est contenu dans l'équation de Schrödinger. Quel que soit le Hamiltonien, on va voir que c'est contenu dans l'affaire. Alors, oui. C'est la densité de probabilité qui se conserve, mais ce n'est pas vraiment une quantité par rapport à... J'ai l'impression que ce serait l'équivalent de la distribution. Ça va être l'équivalent de ρ. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui va se conserver... Ce qui se conserve, c'est la probabilité.
Non, parce que ρ, c'est le module de psi de r au carré. C'est ça qui va se conserver localement. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais dériver ça par rapport au temps. Alors, évidemment, j'ai retiré le temps ici, mais, enfin, je l'avais écrit avant, mais bref, ça peut dépendre du temps. Si ça ne dépend pas du temps, ça se conserve de fait. Je vais dériver ρ par rapport au temps, et je vais voir si par hasard, c'est pas égal à moins div de j, pour un certain j. Et du coup, si je trouve ça, le j en question, ce sera le vecteur densité de courant de probabilité de présence de la particule. Alors c'est long à dire, mais c'est ce que c'est, quoi. C'est le courant de probabilité de trouver la particule en un certain endroit. Alors allons-y, ça c'était le programme, maintenant on va l'exécuter. Donc, allez, je vais l'écrire comme ça. Existe-t-il une loi de conservation locale de la densité de probabilité de présence ρ de R et T égale module de psi de R et T au carré. Ah, donc je l'appelle ρ, mais c'est psi. Hein. Enfin, c'est ce qu'on vient de dire. Ok, donc je vais simplement dériver. Donc, calculons. Donc ça, c'est point d'interrogation. Est-ce qu'il en existe une? La réponse va être oui, mais on va le montrer explicitement. Calculons d de module de psi carré sur dt. Ok? Allez. Courage. Enfin, c'est pas très long, hein. Ça va prendre 2 lignes, peut-être. Donc, module de psi carré, c'est psi étoile psi. Ou psi, psi étoile, au choix. Allez, on va faire d de psi, psi étoile sur dt. D'accord? Alors, à chaque fois, c'est psi de r et de t. Hein. Donc, ça fait d psi sur dt fois psi étoile, plus psi fois d psi étoile sur dt. Jusque-là, ça va? Ok? Alors maintenant, d psi sur dt, ça c'est... vous savez que IH bar d psi sur dt, je suis en représentation R, je m'intéresse à la fonction d'onde, donc psi de R. IH bar sur dt, c'est H psi. D'accord? Donc là, j'ai en fait, du coup, alors c'est 1 sur, c'est grand H sur IH bar, donc ça fait moins I sur H bar, H psi, bonsoir. Bonjour. Mais ils ont, j'ai réservé ce matin, enfin, il y a eu une réservation supplémentaire ce matin, là, qui a été faite. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15h30. Non, 17h30, pardon, 17h30. Ouais, désolé. Non, mais je l'ai réservé jusqu'à 17h30 pour être sûr, si jamais on a envie de faire durable. Si vous êtes chaud. Donc, H psi, alors, ok, fois psi étoile. Ah, et la dérivée de psi étoile, c'est facile, il suffit de prendre le complexe conjugué de ça, enfin l'hermitien de ça. Hein. Donc ça fait moins IH bar d psi étoile sur dt. Ça fait H croix psi étoile. Mais H croix, c'est H. Alors, je vais mettre ici plus complexe conjugué. Voilà. C'est la même chose en complexe conjugué. Alors, que vaut H psi? Alors, H psi, c'est P2 sur 2m de psi plus V psi, mais en représentation R. Donc, ce P2 sur 2m,
c'est moins h bar carré sur 2m d2 sur dx2, enfin sur des r2, c'est delta. Donc en fait, je vais même l'écrire directement comme ça. En représentation r, parce qu'on l'a déjà vu, c'est moins h bar carré sur 2m delta psi plus v psi. Alors à chaque fois, psi de r et de t, v de r et psi de r et de t. Et même v pourrait même dépendre du temps, c'est pas un problème. Allez, c'est tellement pas un problème que je vais l'écrire. Quoique. Oh, bah, on va voir. On va voir. Ok, donc h psi, ça fait ça. Et donc là, on a ici donc moins i, alors h bar carré sur h bar, ça fait h bar, donc h bar sur 2m, psi étoile delta psi, plus v psi psi étoile, et puis ensuite, donc attention, le d rond psi étoile, là, donc c'est celui-ci maintenant, et donc ça fait ah pardon, là il y a i, si c'est ça? Il y a un moins i à côté du v, non? Ouais, alors attendez, c'est où? Oui, c'est moins i sur h bar ici. Hein? D'accord? Et puis, donc, bah du coup, moins i sur h bar, voilà. Et ensuite, plus i sur h bar psi delta de psi étoile sur 2m, là, plus i v sur h bar psi étoile psi, plus le complexe conjugué. Et du coup, vous voyez que ça dégage. Et il me reste i h bar sur 2m, facteur de psi delta de psi étoile, moins psi étoile delta psi. Delta laplacien. Hein. Yes? Ben ça, c'est très sympathique. Donc ça, c'est d, tout ça, c'est d de ρ sur dt. Là. Question, est-ce que ça, par hasard, ce ne serait pas la divergence d'un certain truc? Ou moins la divergence d'un certain truc? Réponse oui. Quel truc? Ben, je vais vous le donner tout de suite. Soit J égale, alors il faut juste que j'ai le bon signe. On va le vérifier tout de suite, hein, mais tant qu'à faire, prenons le bon signe tout de suite. Donc soit J égale. Alors je l'ai dans ce sens-là. Donc on va mettre I H bar sur 2M. Bah oui, en fait il est là. Bah oui, je suis bête. Enfin, I H bar sur 2M. Psi nabla psi étoile. Moins psi étoile, nabla psi. Non? Bon, on va voir. Prenons la divergence de ça. La divergence de ça, c'est nabla scalaire ça. D'accord? Donc nabla scalaire J, c'est égal à, alors ça c'est des constantes, IH bar sur 2M. J'ai donc nabla psi, donc là j'ai une dérivée d'un produit. Donc je dérive le premier, je ne touche pas au second. Plus, je dérive le second, je ne touche pas au premier. Donc psi, delta psi étoile. Et puis là, pareil, nabla de ça, nabla scalaire ça, ça me fait moins, je dérive le premier, je ne touche pas au second.
plus, bah avec le sigmoid ça fait moins. Je touche pas au second, je touche pas au premier, je dérive le second. Donc, nabla scalaire nabla, ça fait delta psi. Bah voilà. Ça dégage avec ça. Et il reste ça. Et donc, j'ai un problème de signe. Yes, of course. Of course. C'est là, monsieur, en fait, vous avez... C'est où? À côté du CC, à droite, là. À droite du CC. En haut, en haut. Là, c'est un plus. C'est un plus, là? Et pourquoi? C'est un moins à droite. Ah oui. Ah oui. Oui, parce qu'il y en a un ici. C'est le moins du HMC. Je vois rien. Vous le voyez? Ouais. Tout le monde est d'accord? Oh, le nez au tableau, on voit rien. Donc. Le moins à côté du H bar et le moins à côté du I sur un bar. Ah, c'est ça et ça? Non, juste en dessous, ouais, voilà. Là, vous avez, ouais, voilà. Ah oui, oui, d'accord. Donc ça fait... Ah oui, oui, donc I, H bar sur Z. Oui, d'accord, merci. D'accord, donc c'est bon. Alors du coup, c'était plus là, du coup c'est moins là. J, c'est bien ça. Et du coup, ça fait moins ça. On trouve l'opposé de ce truc-là. D'accord? Donc finalement, et c'est ça le point clé, c'est que D de module de psi carré sur dt égale moins div de ce J-là, c'est-à-dire donc plus div de ce J-là, égale 0. Et ce module de psi carré, c'est ρ, c'est notre densité de probabilité. Donc on a effectivement, en définissant J comme ceci, d de psi 2 sur dt plus div de J égale 0. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la densité de probabilité de présence, ou la densité de probabilité de trouver la particule en un certain point si on la mesure, si on mesure sa position, est une grandeur conservée localement, à laquelle est associé un vecteur densité de courant. C'est-à-dire, à travers, vous prenez une surface et vous voyez combien il y a de probabilité de présence qui traverse cette surface. C'est-à-dire, avant, elle était d'un côté, et maintenant, elle est de l'autre côté. Elle a traversé la surface. Oui? Alors, en quoi ça, on aimerait bien que ça, ce soit un genre de ρV. Un genre de module de psi carré fois une certaine vitesse. Mais quelle vitesse? Alors, on va voir. Alors, en tout cas, ça se présente comme un courant de densité de probabilité. Maintenant, on va voir si on est capable de faire un peu mieux et de comprendre pourquoi ça se comporte comme ça. Mais à ce stade, on peut dire que la densité de probabilité de présence est une grandeur conservée localement. C'est-à-dire que si vous avez, enfin, ouais, ça traverse des surfaces localement. Oui. Conservation locale, puisque du coup ça traduit le fait que si on est on a une particule qui a une forte densité de présence à un endroit, puis dans un autre, c'est qu'elle est passée entre les deux, mais vu que lorsqu'on fait une mesure, on fixe la présence, il n'y a pas un problème si on mesure. Alors, il y a un problème si on est dans l'interprétation de Copenhague, où effectivement, toujours pareil, si vous mesurez quelque chose ici, instantanément, c'est plus nulle part ailleurs. Mais instantanément, ça veut dire quoi? Ça dépend du référentiel. Donc, quand vous mesurez une particule ici, vous n'avez plus aucune chance de la mesurer ailleurs, dans un certain référentiel, mais pas dans un autre. Donc, il y a un vrai problème. Donc, effectivement, tant qu'on travaille en termes de probabilité de trouver la particule, ce qu'on voit, c'est que la probabilité de mesurer la particule, ça se conserve localement. Et encore une fois, ce n'est pas un truc qu'on a rajouté, ce n'est pas une exigence physique, un principe physique qui nous demande que ce soit une quantité conservée localement. C'est une conséquence de l'équation de Schrödinger. On a juste écrit ça, d'accord? Et évidemment, le terme cinétique, on a écrit P2 sur 2M à un moment, on a écrit ça, hein, c'est ce delta-là qui se trouve là. Et puis V, on n'a rien spécifié pour V, peu importe V. Puisqu'on est en représentation R, on s'intéresse à la fonction d'onde, donc V, il commute avec tout. Donc, où il était mon plus V? Là, ce plus V, quel que soit V,
ces deux termes-là vont dégager quoi qu'il arrive. Donc, ça ne dépend que de ce terme cinétique. D'ailleurs, ça pourrait être une façon de voir que ce terme cinétique, ça peut être... Alors, enfin, on pourrait déduire l'expression de ce terme cinétique de l'exigence de la conservation locale de la probabilité de présence, si on veut. Pour procéder à l'inverse, à l'envers. Mais donc, ce qu'on a juste dit, c'est qu'il y a une équation de Schrödinger avec un terme cinétique P2, là, qui se traduit sur les fonctions d'onde en delta. Eh bien, juste cette hypothèse, quel que soit le potentiel auquel est soumise la particule, on déduit la conservation locale de la probabilité de présence. Ce qui est quand même très fort. Oui. Est-ce que pour la conservation de la masse et de la charge, par exemple, on a aussi, ça découle d'autres trucs, on a besoin de supposer que, c'est un principe. Non, ça découle aussi de, ça découle d'un principe de symétrie, comme pour le théorème de Noether. Donc, théorème de Noether nous dit que l'invariance par translation dans le temps correspond à la conservation de l'énergie, l'invariance par translation dans l'espace implique la conservation de la quantité de mouvement, et l'invariance par rotation implique la conservation du moment cinétique. Eh bien, la conservation de la charge peut se déduire de l'invariance par une transformation dans l'espace, enfin, disons, c'est une symétrie supplémentaire du Lagrangien qui décrit la physique et qui implique la conservation de la charge. Et d'autres nombres quantiques se conservent en vertu d'un même principe de symétrie, mais qui n'est pas une symétrie sur l'espace-temps, qui est une symétrie sur l'espace interne, si vous voulez. Comme on a vu l'espace de spin, qui était un espace interne à chaque particule, en chaque point, vous pouvez avoir un certain spin ou un autre. Il y a un espace vectoriel pour une particule de spin et demi. Vous avez un espace vectoriel de dimension 2 complexe, qui est l'état de spin. Eh bien, dans cet état, vous avez, par exemple, vous pourriez avoir invariance par rotation, par exemple, dans cet espace-là, et il y aurait une quantité conservée. En l'occurrence, le spin, d'ailleurs. Et pour la charge, c'est pareil. Voilà. Bien. Alors, est-ce que... Oui, alors, je vais venir à ça tout de suite après. Je vais d'abord donner une conséquence. Ah, ou alors... Allez, non, tout de suite. Tout de suite. Voyons ce qu'il en est dans le cas d'une onde plane. C'est-à-dire, enfin, ce que j'appelais onde plane, ce qu'on appelle onde plane, c'est pas très joli. C'est les solutions stationnaires d'une particule libre, par exemple. Alors... Ça... Alors, petit, je sais pas quoi, petit c. Cas d'une onde plane. Donc on a vu les solutions stationnaires du Hamiltonien libre, hein, P2 sur 2m, là. Solutions stationnaires, c'est-à-dire les états propres du Hamiltonien. Hein. On a revu ça ce matin. Les états propres du Hamiltonien sont bien sûr les P. Hein, c'est ce qu'on a revu. Bah oui, P à l'évidence est vecteur propre de... Enfin, le ket P, le ket généralisé P est vecteur propre de l'opérateur P, donc de P2 aussi. Et donc, on a effectivement HP qui vaut P2 sur 2m, P. Donc, c'est un état propre. Alors, est-ce qu'on peut calculer le vecteur densité de courant de probabilité de présence, oui, c'est ça, de probabilité de présence, donc le J là, pour cet état-là. Alors,
on l'a exprimé en termes de la fonction d'onde. Donc il va falloir écrire la fonction d'onde associée à P. Alors vous vous souvenez ce que vaut la fonction d'onde associée à P? Alors ce n'est pas une vraie fonction d'onde, c'est un quête généralisé, c'est une fonction d'onde mais qui n'est pas de carré sommable, mais qu'à cela ne tienne, elle est définie en chaque point. Donc R, P, vous vous rappelez ce que ça fait ça? E puissance I, P scalaire R. Alors c'était sur racine de 2pi h bar quand on était à une dimension, quand on est à 3 dimensions ça va être 2pi h bar puissance 3,5. Enfin peu importe la normalisation, hein, en tout cas, voilà, donc ce que donne l'action de R sur le quête généralisé P, donc c'est ce qu'on avait appelé la fonction oméga P de R à l'époque, quand on a introduit les quêtes généralisées, d'accord? Eh bien, on va appliquer, puisque là maintenant, donc ça c'est en quelque sorte la fonction d'onde psi de R pour l'état P. Je le note comme ça, psi indice P de R peut-être, voilà. Hein. Calculons donc ce que vaut le vecteur densité de courant. Eh bien, allons-y. C'est très simple. J égale I h bar sur 2m, ce psi là, c'est-à-dire E puissance I P scalaire R sur 2pi h bar. Ça vous ennuie pas que je vais l'appeler grand A, ce truc-là? Pardon, il manque un h bar là. Ah, il manquait le h bar de dimensionnalisation, hein, excusez-moi. Donc je l'appelle A, la constante, parce qu'on s'en fout. De toute façon, c'est pas normalisable cet état-là, malheureusement. Donc je l'appelle grand A pour pas le trimballer partout. Donc I, alors je calcule J, hein. Donc IH bar sur 2m. Alors je vais avoir A. Donc là j'ai d'abord psi, hein. Donc A I puissance E puissance I P scalaire R sur H bar fois le gradient de le complexe conjugué de ça, c'est-à-dire A étoile E puissance moins I P scalaire R sur H bar. D'accord? Ça, c'est le premier terme, moins l'autre qui fait pareil, hein, donc moins I H bar sur 2m. Du coup, c'est d'abord étoile, donc A étoile E puissance moins I P scalaire R sur H bar, nabla de, cette fois, psi, donc A E puissance I P scalaire R sur H bar. Yes? Bon, bah, c'est complètement trivial. C'est quoi le gradient de ce truc-là? Bah, on dérive par rapport à R et ça fait sortir moins IP. Donc ça, c'est moins IP scalaire, enfin, pardon, moins IP fois... oui, sur H bar, merci. Sur H bar fois le même truc, quoi. Hein. Et donc, ça fois ça, ça fait 1, d'accord? E puissance IPR, E puissance moins IPR, ça fait 1. Et donc ici, il sort I H bar sur 2m, A fois A étoile, fois moins IP sur H bar. Et puis l'autre terme, moins I H bar sur 2m. Alors lui, il fait sortir, quand on le dérive, il fait sortir un IP sur H bar. Donc fois IP sur H bar, et cette fois c'est A étoile A. Et donc ça donne, au miracle, j'adore. Non mais c'est vrai, I fois moins I, ça fait 1. H bar sur H bar, ça fait 1. Il reste donc 1 sur M, 1 sur 2M de P, plus 1 sur 2m de P. Donc ça fait 1 sur m de P. Donc ça fait fois ça là. Et A étoile, c'est module de psi au carré. C'est quand même fort. Là, vous êtes obligé d'admettre que c'est fort.
Voilà rho v. Yes. Hein? Pardon? C'est ce que... Ouais. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, voilà. CQFD, voilà, voilà. C'est magnifique quand même. Donc certes, l'état P n'est pas un vrai état physique, parce que je ne peux pas normaliser sa fonction d'onde, mais n'empêche, en chaque point, la fonction d'onde, elle a enfin, l'équivalent de la fonction d'onde ici, enfin, la fonction d'onde associée à ce quête généralisé, elle a une norme qui est A étoile, et donc c'est là. Donc on a effectivement J égale rho V. Sachant que, enfin là, en l'occurrence, c'est le vrai P, mais c'est le vrai P parce que j'ai un état qui a un P bien défini. J'ai calculé ça pour une onde plane, pour un état propre de la vitesse, enfin de l'impulsion. Donc, quand les particules ont une impulsion, alors le vecteur densité de courant, c'est effectivement ρ fois l'impulsion sur la masse. Donc si on dit qu'il y a une vitesse P sur M, pour les états qui ont une vitesse bien définie, alors le vecteur densité de courant, c'est ρ fois cette vitesse. Maintenant, la plupart des états sont des combinaisons linéaires de ça, et donc ce qui va se passer, c'est que le vecteur densité de courant, ça va être la somme, c'est-à-dire la combinaison linéaire des ρv, c'est-à-dire des ρp sur M, pour chacun des P représentés, avec chacun l'amplitude correspondant à la décomposition. Mais on voit bien que, donc ça va être en fait, si je le calcule maintenant pour un état quelconque, pour un état quelconque, psi qui va être somme de psi étoile de P, P, dP, hein, des 3P, pour un état quelconque comme ceci, je vais obtenir que J, eh bien, ça va être la moyenne, ça va être module de psi carré, la moyenne de P sur M. Moyenne, dans cet état-là, pondéré par, il va sortir un psi étoile psi, qui évidemment, par le théorème de Parseval, a la même normalisation que psi. Et qui là, pour le coup, ne sera pas infini, enfin la norme de ce vecteur-là ne sera pas infinie, j'ai un vrai vecteur, donc fonction de carré sommable, et je vais obtenir la moyenne pour cette fonction-là. Ok? Bon. C'était joli quand même. J'ai pas usurpé la beauté de la chose. Alors, on va pouvoir maintenant... Quelle heure est-il? C'est là que... Donc là, genre, il reste une demi-heure. Ok. Ben, on va prendre un exemple tout de suite. On va étudier une particule libre dans un puits de potentiel. Le truc un peu classique, à une dimension. Je pense que vous avez déjà fait des TD là-dessus. Donc, je vais faire une présentation un petit peu générale et puis je laisserai certains calculs particuliers dans la mesure où vous les avez déjà faits, où vous allez les faire. Et c'est pas la meilleure façon d'utiliser le temps en cours de refaire ces calculs. Donc, je vais juste énoncer quelque chose de général. Peut-être qu'ils vont aussi permettre de réviser un peu ce que vous avez vu en TD ou d'éclaircir. Alors, grand 3. Grand 3, exemple d'un puits de potentiel à une dimension. Alors, petit 1. Pas petit A.
premièrement, peut-être, on va commencer par un petit 1. Ah non, alors, si, alors, attendez. Premièrement, commentaire général. Ok, alors, particules dans un puits de potentiel. Je vais commencer par un commentaire général pour introduire la chose. Le premier commentaire, c'est que... ouais, vous avez des questions? C'est un vecteur. C'est un vecteur, c'est le vecteur densité de courant de probabilité, oui. Non, non, c'est... où est-ce que c'est? Ouais. J, c'est ce vecteur-là. C'est déjà exprimé en représentation R, si vous voulez. Ça, c'est déjà la fonction d'onde complète. De R et de T, de R et de T, etc. Donc ça, c'est un vecteur. Et de même que ça, c'est un nombre. C'est la densité de probabilité. Ce ρ-là, c'est un nombre réel. Enfin, évidemment, c'est un modulo carré. C'est la densité de probabilité de présence de la particule. Donc là, on est, si vous voulez, on est sorti de la physique quantique dès lors qu'on a adopté la représentation R et qu'on a exprimé H en représentation R comme étant une simple dérivée d'une vraie fonction, certes complexe, mais une fonction. C'est-à-dire que le gradient d'une fonction à quelle dimension, c'est un vecteur à 3 dimensions? Ah non, pourquoi? Oui, le gradient dans Non, ça c'est à 3 dimensions. Enfin, c'est psi de R. Ah, et de T. Ah oui, oui. Non, mais d'accord. Parce que, enfin, c'est D sur dx de psi de x, y, z, t. D sur dy de la même chose. Et D sur dz de la même chose. Donc c'est un vecteur dans l'espace 3D. Et la fonction dépend de T aussi, mais... T est spectateur dans l'affaire. À chaque instant, ceci est vrai. Enfin, il est là, mais la divergence de J n'a rien à voir avec T. C'est bon? Alors, donc l'exemple d'un puits de potentiel, l'idée c'est de... Enfin, c'est une idéalisation d'une situation courante où vous avez un système, disons une particule pour faire vite, dont on favorise sa présence en un endroit particulier, c'est-à-dire que donc on est à une dimension, hein, évidemment ceci est généralisable à 3 dimensions, mais on va se mettre à une dimension. Vous avez typiquement un potentiel qui peut être n'importe quoi. Classiquement, quand vous avez un potentiel comme ça, vous savez qu'il y a des positions d'équilibre, ici, là, là, enfin là où le potentiel vaut 0, parce que la force c'est moins le gradient de V, donc vous savez qu'ici c'est stable et qu'ici c'est instable. Bon. Si vous voulez localiser une particule dans un certain endroit, bah, vous allez faire un espèce de puits de potentiel comme ça, là, et là, bah, du coup, la position d'équilibre, elle sera en x0, et puis elle peut s'échapper un peu par... Si elle a de l'énergie, elle peut s'éloigner un peu. D'accord? Si elle a une énergie, donc là je représente V, mais s'il a une énergie qui vaut ça, la particule, elle va faire l'aller-retour comme ça. Hein. Si vous la posez ici sans vitesse initiale, elle y reste. Ça c'est typiquement un potentiel harmonique, d'accord? Un ressort. Si ça c'était une parabole, ce serait un parfait ressort. Si vous avez une certaine énergie, bah, du coup à cet endroit-là vous avez une vitesse telle que 1,5 de mv2, soit la différence entre l'énergie potentielle et la vitesse. Quand elle arrive ici à son extension maximale, eh bien, elle n'a plus de vitesse, et du coup, la force, qui est moins le gradient de ce truc-là, donc qui la ramène par là, bah, la ramène par là, puis après, elle arrive ici, et puis elle va osciller comme ça. Enfin, bref. Donc, ça, c'est un potentiel qui confine la particule autour d'une position d'équilibre. Alors, c'est donc une configuration qui se rencontre de façon très courante, avec des tas de formes différentes. Donc, ce qu'on va traiter ici, c'est une idéalisation d'une situation où vous avez une préférence d'être dans une certaine région de l'espace, et donc on va considérer un potentiel vraiment idéalisé où vous avez ça,
ça, ça, ça. Voilà. Donc on fait un potentiel qui est un puits, on l'appelle puits parce que ça a une tête de puits, enfin je sais pas. Et encore. Enfin, ça a des murs verticaux. Et donc il y a une certaine. Ici il y a une valeur V2 du potentiel et ici une valeur V1 du potentiel, d'accord? Et donc si la particule est hors du puits, ben, l'énergie potentielle c'est V2 et là c'est V1. Donc en fait la particule elle a envie d'être plutôt là. Enfin, disons, si vous la posez dedans, alors s'il y a une énergie supérieure, alors elle peut aller n'importe où. Son énergie cinétique, c'est toujours, enfin l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc si vous avez une particule qui a une énergie E totale ici, bah, quand elle est là, elle a une énergie cinétique qui vaut juste ça, là, un demi de mv2, un petit v. Puis quand elle est là, elle a une grande énergie cinétique, un demi de mv2 est plus grand. Voilà. Par contre, s'il a une énergie faible, s'il a une énergie qui vaut que ça, alors il est hors de question qu'elle aille explorer des régions inférieures, si j'appelle ça x1 et x2. La particule n'ira jamais explorer ces régions-là, puisqu'il faudrait qu'elle ait une énergie cinétique négative, c'est-à-dire une vitesse imaginaire pure, enfin, bref. Donc s'il a une énergie comme ça, la particule, bah, si vous la posez dedans, elle va y rester. Alors, si elle a une certaine énergie, ça veut dire qu'elle a une certaine vitesse, donc la particule, elle va faire ça, puis elle va rebondir, puis elle va rebondir. En termes de force, ce qui va se passer, c'est que là, elle est libre, hein, le potentiel est constant, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Puis quand elle rencontre le mur ici, bah, elle se prend une méchante force qui la ramène, et cette force, elle est même infinie dans cette idéalisation, hein, puisque la force, c'est moins gradient de l'énergie potentielle, ou moins gradient de V. Donc là, le gradient, il est infiniment positif, donc moins gradient, il est infiniment négatif. Donc la particule, elle arrive là, elle se prend un gros kick qui renverse sa vitesse, et elle repart là, puis là, elle se reprend un kick dans l'autre sens, et donc la particule, elle va faire ça. Si elle a une énergie plus faible, elle va faire pareil, juste moins vite, parce qu'elle aura une énergie cinétique plus petite. Bon, c'est très physique. En réalité, bien sûr, c'est une idéalisation d'un vrai potentiel qui serait éventuellement un truc un peu comme ça. Et donc là, la force serait de plus en plus grande, et puis elle revient, enfin, donc elle aurait une force qui n'est pas subitement infinie. Donc là, c'est l'idéalisation du choc sur la paroi, si vous voulez. Donc c'est une espèce de puits où elle est libre là-dedans, mais dès qu'elle arrive au bord, il faut qu'elle revienne. Bon, ça c'est la version classique, enfin c'est la situation classique. Oui ? Je comprends pas, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine énergie finie, on peut dépasser une force infinie. Oui, parce que cette force infinie, elle n'agit que sur un delta t qui va être court. Donc, et qui va même être nul en réalité dans cette idéalisation. Donc en vrai, ça va être un truc comme ça, et donc il y a une force qui n'est pas infinie et qui agit pendant un certain temps. Donc c'est exactement la situation du choc qu'on avait vu. On a un delta P qui vaut somme de F dt. Enfin, d'accord ? Enfin, voilà. Et donc ça peut être infini si ça c'est strictement nul. Donc bon, c'est une idéalisation, mais voilà. Ok. Alors donc ça c'est la situation qu'on va chercher, enfin qu'on a déjà idéalisée comme ça, mais maintenant on va voir la version quantique de ça. Avant de le faire, je vais vous rappeler que le potentiel est défini à une constante près. Alors en classique, la raison de ça est très simple, c'est que classiquement quand on a une énergie potentielle, donc je vais petit b, v, définition à une constante près. Voilà. Classiquement, quand on dit que l'énergie potentielle, ou que l'énergie en général est définie à une constante près, c'est parce qu'en réalité, l'énergie potentielle se manifeste en tant que force par son gradient. Hein, donc on a F qui vaut moins gradient de EP ou de V, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Et donc si vous ajoutez V0 à V, bah, ça ne change pas le gradient évidemment. Donc la normalisation du potentiel n'a absolument aucune espèce d'importance. En physique quantique, comment ça se passe ça ? En physique quantique, il n'y a pas de force, il n'y a pas ces notions. Alors on a vu qu'en moyenne, un potentiel se manifeste comme une force par moins son gradient aussi. Mais fondamentalement, les outils de la physique quantique, c'est le hamiltonien. Et on résout
l'évolution des systèmes en cherchant les états propres du hamiltonien. Mais le point clé, c'est que si vous ajoutez une constante au hamiltonien, ça ne va pas changer les états propres. Si l'état propre psi, je vais le noter psi indice E, est état propre de H avec la valeur propre E, c'est-à-dire, par définition, H psi E est égal à E fois psi E, état propre de H avec la valeur propre E. Si donc psi E est vecteur propre de H avec la valeur propre E, alors le même psi E est vecteur propre de H' égale H plus une constante. Alors une constante, attention, c'est une constante, c'est un opérateur ici, donc je vais l'appeler, enfin c'est une constante fois l'identité, d'accord, hein, donc le même vecteur propre est vecteur propre de H' égale H plus 0i avec la valeur propre, eh bien, E plus E0. Hein, tout simplement parce que H' de psi E, eh bien, c'est H de psi E plus E0 fois l'identité appliquée à psi E. Et donc, ça, c'est E0, c'est E, pardon, psi E, plus E0 psi E, et puis l'affaire est réglée. Bon, pardon d'avoir écrit ces deux lignes triviales, mais voilà. Donc, si vous avez un hamiltonien, si vous lui ajoutez n'importe quelle constante, c'est le même problème. Il y aura les mêmes états propres qui évolueront de la même façon, avec juste une énergie supérieure, soit, mais globalement pour tout le monde. Donc, alors la phase, vous allez me dire, la phase va tourner plus vite. Oui, mais elle va tourner plus vite pour tout le monde. Et comme on peut toujours redéfinir les états à une constante près, enfin à une phase près, eh bien il suffit de retirer cette phase et puis c'est le même système. Donc, un hamiltonien ou le même hamiltonien plus une constante, c'est strictement la même chose d'un point de vue physique. Il y a les mêmes états propres qui évoluent de la même façon et donc les mêmes combinaisons d'états qui évoluent aussi de la même façon. Alors, je vais me servir de ça du coup, on va pouvoir normaliser ce potentiel. Plutôt que de mettre un V1 et un V2, je vais me débrouiller soit pour mettre ça qui vaut 0, soit pour mettre ça qui vaut 0, histoire d'avoir pas trimballer des grandeurs bidons, enfin, qui n'ont pas de pertinence physique. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0 ici, puis je vais faire un puits jusqu'à moins V0, et puis on va résoudre ça. OK ? Alors, allons-y. Deuxièmement, hamiltonien et équation de Schrödinger. Alors, le hamiltonien... Alors, pardon, je vais représenter le potentiel comme ceci. Je vais mettre 0 jusqu'à 0. Je vais mettre moins V0 entre 0 et, disons, L. Et puis, je vais mettre 0 de là. Voilà. Voilà le potentiel idéalisé que je vais considérer. Puis, je vais essayer de résoudre l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire chercher les états propres. Et une fois qu'on les a, du coup, on sait faire évoluer n'importe quel système. Alors, allons-y. Il y a clairement 3 régions. 1, 2, 3.
Donc, région 1 et 3. Le Hamiltonien vaut P2 sur 2M. C'est tout, plus le potentiel, mais le potentiel, je l'ai pris nul. J'ai utilisé la possibilité de le renormaliser globalement, verticalement ici, pour mettre ça à 0. Donc voilà, du coup, bah ça on sait faire, hein. On va résoudre l'équation, enfin on va écrire et résoudre l'équation de Schrödinger. Du coup, c'est pour une particule libre ici. Donc l'équation de Schrödinger, donc en représentation R, on a donc, alors, R H psi égale R P2 sur 2M psi, et ça nous dit que, alors ça, oui, et ça doit être égal à R E psi, et donc ça fait moins H bar carré sur 2M delta psi de R et de T égale E psi de R et de T. D'accord ? Alors, on a déjà vu que ça contraint la partie spatiale. La partie temporelle est contrainte par le fait, par ailleurs, que H psi, je peux même de R, par ailleurs, c'est aussi égal à IH bar D sur DT de R psi. Hein, et donc, la partie temporelle, c'est E puissance moins I T sur H bar. Donc, l'équation de ça, on tire l'équation, donc si je retire la partie temporelle, l'équation de Schrödinger indépendante du temps, comme on dit, comme on a vu ce matin, donc si j'écris psi de R et de T égale phi de R fois f de T, j'ai donc f de T qui vaut E puissance moins I E T sur H bar, c'est-à-dire E puissance moins I oméga T avec E égale H bar oméga, c'est-à-dire E égale H nu, hein, le E égale H nu que vous avez vu pour les photons, c'est ça, hein, c'est rien d'autre que ça. Et le phi de R, donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps, porte sur phi de R et s'écrit moins H bar carré sur 2M delta phi de R égale E phi de R. Et donc ça a pour solution... Ah tiens, je suis passé à 3 dimensions là. On va se remettre à une dimension. Vous voyez que c'est pas plus difficile. C'est juste, je ne sais pas représenter les trucs en 3 dimensions. Donc ça fait moins H bar carré sur 2M, phi seconde de X, du coup, égale E phi de X. Ou pendant qu'on y... Ouais, enfin bon, voilà. Ou encore... phi seconde de X plus 2ME sur H bar carré, phi de X égale 0. Voilà l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour les états stationnaires du puits de potentiel infini avec une normalisation où le potentiel vaut 0. Et ça se résout trivialement. Les solutions de ce truc-là, c'est E puissance IKX. Alors, si on postule une solution de ce type-là, bah, sa dérivée seconde, ça va être moins K2 E puissance IKX plus 2ME sur H bar carré E puissance IKX égale 0. Et vous voyez que ceci est bien solution si quoi? Eh bien, si H bar... Il y a un carré là, pardon.
si h bar carré K2 sur 2m égale E. Donc finalement, la solution générale pour la fonction d'onde d'un état stationnaire associée à la valeur propre E, je devrais peut-être la noter phi indice E, je vais la noter phi indice E maintenant, phi indice E de x égale A fois, alors je vais noter, je vais appeler K indice E racine de 2ME sur... Alors, attendez. Donc, de deux choses l'une. Soit E est positif et alors K est réel, soit E est négatif et alors K est imaginaire pur. OK ? E ne peut pas être complexe, on est d'accord, parce que E, c'est la valeur propre d'un opérateur hermitien, auto-adjoint. Donc E, c'est une valeur propre de H, c'est nécessairement un réel. Si c'est un réel, soit c'est positif et K est positif, soit c'est négatif et K est négatif. Alors, on va prendre les deux cas. Si E est positif, alors... pardon, j'ai dit K positif, je veux dire K réel. Si E est positif, K est réel. Alors K appartient à R, et je vais noter, notons K indice E, racine de 2ME sur H bar carré. D'accord ? Hein ? D'accord, le K. À ce moment-là, la solution générale, c'est, je vais le noter, phi indice E de x, ça va être A E puissance IKX, plus B, E puissance, pardon, IKEX, plus B, E puissance, moins IKEX. D'accord? J'ai deux solutions indépendantes, une équation du second, enfin, différentielle du second ordre, deux constantes d'intégration, enfin, c'est un espace vectoriel dimension 2, je fais toutes les combinaisons linéaires que je veux, avec A et B, complexes quelconques. D'accord? Donc voilà. Tiens, soit dit en passant, ah oui, c'est intéressant ça. Soit dit en passant, ça c'est la partie spatiale. La fonction d'onde complète, c'est quoi? Psi de R et de T. Eh bien, alors je vais le noter psi E aussi. C'est phi E de R, enfin, pardon, décidément j'y tiens à mon R. On est à une dimension, donc psi E de X fois E puissance moins I oméga T. Donc ça fait A E puissance I kx moins oméga T plus B E puissance moins I kx plus oméga T. Hein, parce que pour la partie temporelle, c'est toujours moins I... pardon. Oui, c'est ça. C'est toujours moins, donc voilà. OK ? Et donc là, vous voyez que ça c'est une onde plane. Enfin, c'est une onde, pas besoin d'être plane puisqu'on a une dimension qui se propage. C'est une onde progressive qui va vers les x croissants. D'accord ? Et ça, c'est une onde progressive qui va vers les x décroissants. Vous voyez ça ? Onde progressive vers les x décroissants. Pas croissants, pardon. Et ça, c'est une onde progressive vers les x décroissants.
Yes? Hein, si vous avez quelque chose en x à l'instant t, vous retrouvez la même chose en un t plus grand, en un x plus grand. Donc ça s'est déplacé vers les x positifs. Et là, c'est exactement l'inverse. À un t plus grand, vous avez la même chose qu'en un x plus petit au t plus petit. Non, à un t plus grand, donc ça se déplace dans l'autre sens. Yes? Bah, c'est sympathique ça. Et si E est négatif, alors si E est négatif, bah, K est imaginaire pur, et je vais noter, donc je vais écrire que I c'est, KE c'est I fois K0, avec K0 égale racine de moins 2ME sur H bar carré. Et ça, du coup, c'est réel. Et positif, en l'occurrence. J'ai pris la racine positive. Enfin, de toute façon, il y a l'une et l'autre. Donc, il y a une combinaison linéaire des deux. Donc, j'appelle K0 cette racine-là. Et du coup, quelle est la solution générale? Ben, la voici. Ben, c'est pareil, hein. La solution générale, c'est toujours phi E de x égale AE puissance IKX plus B puissance moins IKX. Mais K, c'est ça maintenant. Donc, ça va faire AE puissance. Alors, I fois I, c'est-à-dire donc ici moins K0x plus B E puissance plus K0x. Yes? Pas mal. Et donc, vous avez ici une exponentielle croissante ou décroissante, ça dépend du signe de x. Donc là, on n'a plus une solution ondulatoire, au sens des ondes progressives d'ici. On a une onde évanescente. Si je représente ça, alors, représentons le dessin. Donc, si l'énergie est positive, c'est-à-dire si on a une énergie qui est comme ça, hein, ici, alors, là, on travaille dans la partie 1 et 3, hein, dans ces parties-là. Vous pouvez avoir une onde qui se propage comme ça, une onde qui se propage comme ça, ou n'importe quelle combinaison linéaire des deux. Pareil ici, vous pouvez avoir une onde qui se propage comme ça, une onde qui se propage comme ça, n'importe quelle combinaison linéaire des deux. Ce que vous savez par contre, c'est que bon, sa pulsation, c'est oméga, c'est-à-dire E sur H bar. Ça dépend donc de l'énergie. Plus vous êtes haut en énergie, plus la pulsation va être rapide par rapport au temps. Et ça, c'est juste une phase. Et sur X, eh bien, K vaut... c'est ça, K vaut... Voilà, c'est pareil. Donc, et donc, vous avez une relation de dispersion qui est, si là, vous mettez oméga, vous avez H bar carré K2 sur 2M qui vaut E, qui vaut H bar oméga. D'accord? Donc là, maintenant, vous pouvez faire toutes les combinaisons. Ça, ce sont les solutions propres pour les valeurs E. Et vous voyez que... On ne le voit pas encore. Si. Non, on ne voit pas encore. J'ai rien dit. En tout cas, maintenant, vous pouvez faire des combinaisons linéaires de solutions propres comme ça. Et donc, vous allez avoir des paquets d'ondes avec différentes fréquences représentées, avec une relation de dispersion qui est cela. Alors, à partir de ça, vous savez calculer la vitesse moyenne, la vitesse de phase, la vitesse de groupe et toutes ces choses-là. Bon, je ne refais pas le cours sur les ondes, mais en tout cas, il peut exister une solution de type onde de part et d'autre de la barrière, enfin du puits, dès lors que E est positif.
Parce qu'évidemment, si E est négatif, c'est ce qu'on voit ici maintenant, si E est négatif, alors je vais refaire le même dessin. J'avais mis en jaune là, mon potentiel. Si E est négatif, ça veut dire que la particule, elle a cette énergie-là, et pas avoir plus. Disons, la valeur moyenne. Enfin, non, là on a une fonction propre, on a un état propre, donc la particule est dans un état d'énergie E bien défini. Et donc ce que vous voyez, c'est que, eh bien, c'est que dans les régions, alors, voyons voir, pour X, si X est négatif, alors ça, c'est forcément, A est forcément nul. Sinon, ça divergerait en moins l'infini. La fonction d'onde divergerait. Et donc, finalement, les seules solutions possibles, c'est phi E de x égale b e puissance k0x. Et donc, c'est quoi ça? E puissance k0x, à partir d'ici, c'est un truc qui fait comme ça. Enfin, je vais représenter la fonction d'onde comme ceci. Enfin, je ne sais pas où la représenter, la fonction d'onde. Ça, c'est v, donc je vais me la mettre en dessous. Et puis, si x est positif, donc ça c'était la partie 1, ça c'est la partie 3. Si x est négatif, si x est positif, alors b doit être nul, sinon ça va diverger à l'infini. Donc en fait, on a b égale 0, et la solution générale que nous cherchions, c'est phi e de x égale a e puissance moins k0x, c'est-à-dire quelque chose qui, à partir de L, va être exponentiellement décroissant. Puis là, entre les deux, je n'ai pas encore résolu l'équation entre 0 et L. Ça peut faire des tas de choses, on va voir ce que ça peut faire. Ça peut osciller. Ou pas. Ou, bon, on va voir. En tout cas, là, on a résolu le problème dans la partie 1 et dans la partie 3. Il y a deux cas distincts. Soit on a une énergie qui est plus grande que 0, et alors on peut se balader un peu partout, évidemment, on n'est pas contraint. Si on a une énergie plus petite que 0, alors on ne va pas trop explorer les régions où... Enfin, ici, classiquement, ce serait complètement interdit, puisqu'il faudrait une énergie potentielle, une énergie cinétique négative. Donc classiquement, il n'y aurait aucune chance de trouver, si on a une énergie plus petite que la barrière, là, il n'y a aucune chance de trouver la particule dans ces régions-là. Ça, c'est des régions qui sont classiquement interdites. Vous voyez qu'elles ne sont pas complètement interdites quantiquement. Il y a une probabilité de trouver la particule là, la fonction d'onde n'est pas nulle. Par contre, elle décroît exponentiellement vite, avec comme échelle de longueur de décroissance 1 sur k, c'est-à-dire 1 sur k, c'est-à-dire... enfin 1 sur k0, c'est-à-dire h bar carré sur racine de 2me. Oui, parce que ça c'est la solution générale, mais effectivement, si A n'était pas nul ici, la fonction d'onde divergerait à l'infini, donc il n'y a aucune chance de la normer. Donc ce n'est pas une fonction physique, ce n'est pas une fonction possible. Donc on a résolu dans la région 1, dans la région 3, il reste à faire la région 2. Ah ouais? On le fait vite fait ou non? Non? Ce serait mieux de finir pour faire autre chose lundi. Ouais? Allez, vite fait, allez. Ouais? Si, allez. Non? Attendez, je regarde combien de temps j'en ai. Non, allez, on fera lundi parce que...
Si, parce qu'après, sinon, il faut faire la continuité, tout ça. Ah, non, si, je vous dis juste une chose. Non, c'est pas. À lundi. Bon week-end.